aux intervenants de la table ronde qui va faire le lien entre la présentation des inégalités et de la définition des besoins pour parler plus spécifiquement de l'exercice qui nous est dévolu, à nous, de répondre à ces disparités, de résoudre les ruptures, de diminuer les inégalités dans un cadre qui est de plus en plus contraint. Donc cette deuxième table ronde va porter sur la transformation de l'offre sanitaire et sociale, planification et financement, entre rationnement et arbitrage, quel scénario? Je te laisse la parole, Francis. Merci Anne. Voilà, bon, depuis ce matin, on est rentré dans le sujet. Anne, merci pour ton introduction. Je trouvais que, bon, moi personnellement, voilà, tu as eu un langage de vérité, pas facile, des choses pas faciles à dire. Voilà, la reconnaissance, les difficultés, parfois de la colère, effectivement. Ce n'est pas que notre colère à nous, c'est ce que nous ressentons dans nos établissements. Et puis, je dois avouer que j'ai beaucoup apprécié aussi la réponse de Madame Courrèges. Bon, je l'appelle Madame Courrèges, c'est Cécile Courrèges parce que je l'ai vue comme directrice de l'ARS. J'ai bien apprécié également son langage de vérité. Voilà, elle nous a demandé, et je suis d'accord avec elle, voilà, de travailler ensemble. Ne nous caricaturons pas, ne nous opposons pas. Donc voilà, on va s'inscrire dans cette démarche. Et puis j'ai également apprécié Victor Hugo, professeur Vigneron, qui nous a fait voyager et puis bon, qui nous a dit finalement le machin, là, le GHT, ça fait déjà quelques années qu'on les a et que la stratégie nationale de santé, c'est un truc que l'on recycle tout le temps. Et c'est vrai qu'hier soir, en préparant la table ronde, je suis tombé sur la précédente stratégie nationale de santé 2013-2017. Et effectivement, c'est quasiment la même chose. Allez, on va dire que c'est la même chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le résultat? Quel est le bilan que l'on peut tirer? Voilà, ça fait partie des réflexions que nous devons mener. Comment concilier ce qui nous paraît inconciliable? Donc effectivement, la thématique, elle est formulée de façon à opposer des sujets pour mieux comprendre. Financement, planification qui tenterait de répondre aux besoins dans l'idéal, et financement qui n'arriverait pas à répondre parce qu'on serait dans le rationnement. Donc il y a toute une nuance entre ces deux extrémités que nous allons tenter de comprendre. Alors, avant donc de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais quand même planter un peu le décor. Enfin, je continue à planter le décor. On n'a pas besoin, nous, ni d'envoyé spécial, ni de cache investigation pour savoir ce qui se passe dans nos établissements. Oui, c'est difficile, il y a des situations de tension extrême. Parfois, on vit des ruptures extrêmement difficiles. Dans un milieu où il doit y avoir de l'humanité, quand elle disparaît, nous sommes secoués. Et nous, en tant que directeurs, équipe de direction, nous avons une lourde responsabilité. Et je dirais même, si je dois résumer notre métier, c'est le sens. Donner du sens, y compris dans des situations du désespoir. Alors, comment construire ce sens? Comment y arriver? Parce qu'effectivement, décrypter le réel, c'est difficile. Il y a des choses qui nous paraissent évidentes. On a dit discours ambigu, parfois contradictoire, injonction paradoxale. Parfois, nous semblons détenir une solution, presque la vérité. Mais nous savons que le réel est complexe, que la vérité est inaccessible. Donc, comment nous pouvons continuer à croire, à chercher le sens? Comment donner le sens? Pour pouvoir le donner, il faut l'avoir. Donc, nous-mêmes, ici, nous inscrivons donc dans cette quête qui ne se terminera jamais, mais en tout cas, il faut la poursuivre, la quête du sens. Et c'est là que
voilà, nous avons donc nos invités qui vont nous éclairer. Ils vont nous éclairer de leur point de vue. Parce que la réalité étant complexe, ce qui est intéressant, c'est de croiser nos regards, c'est de croiser nos expériences. Merci en tout cas, chers collègues, hein, effectivement, moi je me sens toujours, et je pense que je me sentirai toujours directrice d'hôpital, donc même si j'ai évolué, et moi je suis quelqu'un d'assez pragmatique, donc j'ai des rêves assez pragmatiques. Donc le fil un peu conducteur de ces deux métiers, et quand j'étais directrice d'hôpital, pour moi, je trouve que c'est un métier de transformation, c'est-à-dire qu'on passe son temps à transformer l'établissement, les organisations qu'on a en charge. Et finalement, quand on est DG d'ARS, on continue, en tout cas c'est la volonté qu'on a, avec bien sûr un positionnement différent, c'est évident, avec des responsabilités différentes, mais c'est quand même, moi, toujours ça le fil rouge de mon action, effectivement. Voilà, donc j'ai passé plusieurs décennies, on va dire, dans les hôpitaux, essentiellement à l'assistance publique hôpitaux de Paris, mais pas seulement. Assistance publique hôpitaux de Paris, que tout le monde pense être un monde extrêmement protecteur et ouaté. Je pense qu'il n'y a que ceux qui n'y sont jamais allés qui peuvent le dire cela. Et voilà, des fonctions à la fois opérationnelles, mais aussi des fonctions de siège qui préparent assez bien, je dois dire, à un pilotage stratégique en milieu complexe tel que l'on peut le connaître dans les ARS. Puis alors j'ai connu une multitude de réformes. Tout à l'heure, en y réfléchissant, j'ai pensé que les réformes du financement que j'ai connues, je n'ose dire que j'ai commencé à travailler à l'époque du prix de journée. Donc, et pourtant, je vous rassure, je suis quand même bien née au XXe siècle. Hein, donc, voilà, métier de DG d'ARS est un métier passionnant. C'est très complémentaire du métier de directeur d'hôpital, je trouve. C'est bien sûr l'ouverture vers des mondes que l'on ne connaît pas forcément à l'hôpital. Santé, environnement, par exemple. Hein, je ne sais pas si quelqu'un voilà, quand il faut que vous gériez les sujets des eaux de baignade, par exemple, ou de l'habitat indigne, ou des perchlorates, enfin des sujets que l'on découvre. Bien sûr, du monde médico-social, dont vraiment là, je dois dire, on est en pleine ouverture. Le monde libéral, bien sûr, et puis tout ce qui concerne la prévention, qui devient maintenant un sujet vraiment très intéressant. Voilà. Alors, moi, pour traiter le sujet que vous souhaitiez que l'on traite cet après-midi, c'est-à-dire à la fois les sujets de planification et les sujets de financement, je me suis positionnée voilà, comme DG d'ARS, et finalement, en pensant que vous le savez très bien, l'ARS ne fait pas tout, n'est pas maître de tout. Elle est à l'intersection, bien sûr, entre vous, les établissements, les chefs d'établissements sanitaires, médico-sociaux, et puis le ministère. Et je pense que ce qui est important, c'est que chaque ARS, probablement, choisisse son positionnement. Et pour moi, le positionnement, c'est vraiment... Peut-être que c'est certainement dû à mon métier d'origine, mais c'est vraiment un positionnement d'accompagnement pragmatique et le plus en appui possible, tout en bien sûr en respectant bien sûr les instructions ministérielles. Alors, d'abord, le sujet de la planification, qui me paraît être un sujet intéressant, même si le mot me paraît un peu soviétisant, mais enfin, voilà, je pense peut-être qu'on en trouvera un autre. Bon, l'ARS, bien sûr, pilote, dans ma région comme ailleurs, hein, pilote actuellement l'élaboration du PRS, le deuxième génération, et donc est en cours d'élaboration. Pour nous, on essaye ce qu'on a souhaité faire, c'est avoir une planification, un PRS qui soit vraiment la réponse aux besoins. La réponse aux besoins de la population et non pas quelque chose qui serait un peu éthéré et voire virtuel, mais essayer de coller au maximum aux besoins de la population. Et ce matin, vous en avez parlé, cette population dans notre région a des besoins. C'est évident. Alors, comment on a fait ? On essaye de conduire une concertation très approfondie et permanente pour élaborer ce projet régional de santé. On a à peu près 1000 personnes dans la région, en dehors de l'ARS, hein, bien sûr, qui contribuent à l'élaboration du PRS.
au premier rang desquels, bien sûr, nos partenaires institutionnels, les conseils départementaux, bien sûr, sur le médico-social, mais aussi des partenaires très divers, la cohésion sociale, l'éducation nationale, l'emploi, l'environnement. Bien sûr, la concertation, on l'a conduit avec les professionnels de santé au sens large, c'est-à-dire ça englobe évidemment les acteurs du médico-social, donc c'est bien sûr toutes les fédérations qui représentent les hôpitaux et les acteurs, les professionnels de santé, mais bien sûr aussi la démocratie sanitaire, puisque nous avons 6 conseils territoriaux de santé dans cette région, qui fonctionnent bien sûr très bien, et qui ont contribué notamment par les usagers à la réflexion sur le PRS. Nous, on a souhaité une méthodologie qui soit suffisamment rigoureuse et qui fixe le cap en collant le plus possible à la réponse aux besoins. Alors, on est passé par une phase d'évaluation et de diagnostic. Ce diagnostic ne nous a pas effectivement beaucoup surpris par rapport à ce que vous avez entendu ce matin. Donc, nous avons une région dont les indicateurs de santé sont très dégradés. Vous avez eu un exposé sur le sujet. Ils sont largement en dessous de la moyenne nationale pour beaucoup d'indicateurs. Et on a donc ce diagnostic, et je vous dirais qu'il a été territorialisé. On l'a fait par territoire. Nous avons ensuite fixé 8 orientations stratégiques et 22 thématiques, c'est 22 chantiers transversaux qui ont permis d'associer tous les partenaires dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parmi les 8 orientations stratégiques, moi je voudrais en souligner 4 qui sont vraiment pour moi celles qui collent le plus à notre souci de répondre aux besoins de la population. D'abord, l'orientation qui est la réduction des inégalités de santé. Dans une région donc, dont les indicateurs de santé sont une espèce enfin, quand on arrive dans cette région, on a l'impression qu'on a une montagne à gravir. Et on se dit, quelle contribution, moi, à la tête de l'ARS que je dirige, je vais pouvoir apporter à l'amélioration de ces indicateurs de santé. Donc on a souhaité non pas avoir des actions tous azimuts, mais vraiment cibler toutes les actions sur les populations les plus vulnérables, d'abord socialement, mais aussi sur les personnes handicapées, même si on n'a pas forcément des publics vulnérables. Et puis on a souhaité également cibler notre action sur les territoires les plus en difficulté, sur le plan social, que ce soit les quartiers politiques de la ville, on en a un certain nombre, bien sûr, et puis les quartiers et les territoires ruraux. Ça, c'est la première orientation qui me paraît être vraiment cette approche réponse aux besoins de la population. La deuxième orientation, c'est les parcours, bien sûr, afin de mettre vraiment la personne, qu'elle soit patient, personne âgée, personne handicapée, au cœur et puis de notre stratégie, et de réfléchir sur les ruptures de parcours qui nous intéressent plus que le reste, bien sûr. Parmi les 22 thématiques que je vous ai citées, nous avons identifié bien sûr des parcours. Alors la santé des jeunes, les jeunes ici sont une priorité. Nous avons une population jeune, effectivement, hein, proportionnellement plus jeune que la moyenne nationale, évidemment, et c'est sur eux qu'on va essayer de concentrer nos efforts. Le vieillissement, le handicap, la santé mentale, enfin tout ce que vous imaginez bien être les priorités de beaucoup de PRS également. Nous avons également la troisième orientation qui me paraît importante dans ce cadre-là, c'est le souci d'efficience du système de santé. Alors, pour moi, évidemment, je ne vais pas vous dire que l'efficience, c'est le rationnement. Bien sûr, peut-être que c'est ce que vous pensez. Pour moi, c'est au contraire, c'est la façon d'utiliser au mieux et de rendre le meilleur service avec les moyens dont nous disposons. Alors, bien sûr, cette efficience de santé, ça passe par l'adaptation aux besoins, et ces besoins, ils évoluent dans tous les domaines, que ce soit dans la prise en charge sanitaire vers l'ambulatoire, que ce soit bien sûr sur le maintien à domicile pour les personnes âgées, que ce soit l'inclusion pour les personnes handicapées. Donc ces besoins-là évoluent et nous devons effectivement faire adapter les moyens à ces évolutions des besoins. Bien sûr, la qualité et la pertinence des actes, et puis, bien sûr, la maîtrise des coûts. Ce n'est pas un gros mot, c'est pour moi un sujet très important. Et puis, la quatrième orientation qui vraiment répond à cette besoin de réponse aux besoins de la population, c'est les synergies territoriales.
J'ai souhaité, dès l'élaboration du projet régional de santé, que nous ayons une réflexion territorialisée. Avec d'abord, comme je vous l'ai dit, un diagnostic régional, mais aussi un diagnostic pour chacun des territoires de démocratie sanitaire, et puis la mobilisation des 6 CTS qui ont tous contribué en nous donnant, en élaborant 5 priorités, on leur a dit 5, pas plus, donc c'était un effort important pour eux, 5 priorités qui ont bien sûr été ensuite reprises dans le PRS. Donc, pour moi, la cohérence de cette démarche avec l'offre de soins hospitalière publique, elle colle bien sûr, et elle doit aussi bien sûr être cohérente avec la mise en place des groupements hospitaliers de territoire. Alors bien sûr, on peut toujours parler du manque de cohérence des calendriers. Ça, on ne va pas, on en est tout à fait d'accord, c'est une évidence. Le périmètre des GHT devait être arrêté pour le 1er juillet 2016 et les projets médicaux partagés, tout le monde le sait, pour le 1er juillet 2017, avant bien sûr que le PRS soit finalisé et donc même avant même le premier calendrier des PRS. Donc ça, c'est vrai. Et c'est un fait. Mais ce n'est pas pour autant, pour moi, un écueil pour que nous ayons des politiques qui soient cohérentes. Et je pense que nous devons en permanence adapter notre action. Et cette adaptabilité, elle ne peut passer que par la permanence du souci de réponse aux besoins de la population. Et donc, si en permanence on repart de ces besoins-là, on n'est pas perdu dans les calendriers. On sait bien qu'on va effectivement se retrouver à un moment ou un autre, puisque nous partons des mêmes constats et de la même analyse des besoins pour nos concitoyens dans les territoires. Alors, par exemple, j'illustre juste ce point-là avec la démarche que nous avons conduite en Hauts-de-France pour les autorisations. Sujet important s'il en est, pour les établissements de santé notamment. Nous avons souhaité que nous puissions articuler la logique de répartition future des autorisations avec ces besoins de la population et avec la constitution des GHT et leur périmètre géographique. Au préalable, nous avons donc dû, comme partout, déterminer quelles étaient les zones qui donneront lieu à la répartition de ces activités et des équipements médicaux lourds. Donc, nous avons conduit une concertation et l'ARS a arrêté 23 zones de proximité en Hauts-de-France, avec une moyenne qui recouvre à peu près chacune 300 000 habitants. Nous avons une région assez dense, bien sûr, en population. Et ce que nous avons donné comme objectif, c'est que dans chacune de ces zones, il y ait un panier de soins. C'est-à-dire qu'on devait retrouver au minimum dans chacune de ces zones une autorisation de maternité, un scanner, une IRM, une autorisation de médecine, une autorisation de chirurgie. Bien sûr, pour les activités de recours, par exemple la cardiologie interventionnelle, par exemple, ou pour celles pour lesquelles le raisonnement précédent n'est pas pertinent, par exemple la psychiatrie, c'est le territoire de démocratie sanitaire que nous avons arrêté. En parallèle, on a vérifié que les GHT recouvraient bien le périmètre géographique d'une ou de plusieurs zones de proximité, ce qui était le cas à quelques ajustements près que nous avons bien sûr réalisés. Donc on voit bien par cet exemple qu'on peut donner du sens à la fois en partant des besoins de la population à deux démarches dont la construction initialement ne reposait pas exactement ni sur les mêmes objectifs, ni sur les mêmes bases, ni sur le même calendrier. Et donc, on peut ainsi se dire que quand par exemple, on parle des besoins de la population âgée dépendante, eh bien, on vise le panier de soins minimal de proximité. Il a été possible de le définir dans chacune des 23 zones de proximité, en intégrant le périmètre des GHT, mais aussi le médecin traitant, bien sûr, et ainsi de faire la jonction avec le secteur médico-social en vue de la transversalité. On voit bien qu'en élargissant cette pratique et cette méthode à toute la démarche d'élaboration du PRS, on obtient une cohérence d'ensemble et on espère obtenir un projet régional de santé, donc une planification
qui soient cohérentes, qui permettent évidemment de répondre aux besoins et qui ne se perdent pas dans les arcanes, on va dire, de la totalité des territoires que nous avons à gérer, bien sûr, dans une région comme la nôtre. Alors nous avons évidemment en permanence vérifié avec les GHT dans l'élaboration de leur projet médical partagé et par une démarche itérative avec l'ARS bien sûr, que la préparation des orientations était en lien avec les orientations que nous connaissions déjà du PRS. Et de cette façon-là, nous avons pu et nous espérons aboutir à quelque chose qui soit une planification qui répondent le mieux aux besoins de la population. Ça, c'était le sujet de la planification. Vous souhaitez également que nous parlions du financement et de ce qui n'est jamais suffisant, bien sûr, dans la gestion au quotidien de vos établissements de santé ou vos établissements médico-sociaux. Bien sûr, on en fait tous le constat. Hein, la T2A a été un formidable instrument de modernisation probablement des établissements pour les établissements sanitaires, probablement nous ayant permis d'aboutir à une plus juste répartition des moyens, pour l'intérêt du patient, à une réduction de la durée moyenne de séjour, et c'est heureux, mais on le sait bien et on le constate tous les jours que ça nous a aussi conduit à une forme de dérégulation de l'offre, de concurrence, voire de compétition des établissements, et ce, dans un contexte de démographie médicale très tendue. Et donc ça a conduit souvent à favoriser le recrutement médical dans les établissements les plus importants. Cette problématique, on l'espère, doit pouvoir trouver une réponse dans les groupements hospitaliers de territoire et leurs projets médicaux partagés et bien sûr leurs projets de soins partagés. Nous mettons beaucoup d'espoir, nous les ARS, dans les équipes médicales de territoire. Nous y croyons beaucoup. D'ailleurs, nous avons d'ores et déjà, sur certains territoires très en difficulté, il y a quelque temps, fait progresser cette notion-là. Parce que je pense que demain, nous ne pourrons pas avoir d'autres considérations pour l'accès aux soins qu'un accès territorial. On le sait bien. Et l'hôpital sera un de ces accès, sera un des éléments, et nous gérerons un territoire où nous devrons garantir des soins de qualité à la population. Alors, pour cela, devant ces changements vraiment fondamentaux, l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, je vous le disais, on a choisi, nous, un positionnement de départ qui est plutôt un positionnement d'approche le plus pragmatique possible et le plus possible en appui et en accompagnement des établissements. Nous jouons notre rôle de tutelle, bien sûr, et nous la jouons dans tous les sens du terme, mais nous essayons d'accompagner au maximum parce qu'on sait quelles sont les difficultés qui sont demandées et les contraintes auxquelles sont soumis les établissements. Alors d'abord parce que quelques moyens que nous mettons à disposition pour venir en appui. Donc d'abord nous avons des données qui nous permettent de pouvoir donner aux établissements, aux GHT, des informations qui leur permettent de conduire des projets et d'analyser bien sûr ces projets. Nous avons également été très en soutien, très en demande et en apport de soutien par l'intermédiaire de la NAP aux établissements qui, dans le précédent plan ONDAM, a beaucoup accompagné les établissements de santé des Hauts-de-France et à peu près 11 établissements de la région ont été accompagnés pendant 3 années, ce qui est énorme et qui a, je crois, été une grosse contribution à leur évolution. Alors on espère capitaliser sur ces expériences-là pour que le prochain, alors comment il s'appelle maintenant, le plan d'appui à la transformation du système de santé, c'est-à-dire le nouveau plan ONDAM,
intègre bien sûr cette expérience et la logique de parcours qui va bien sûr maintenant être au cœur de ce nouveau plan Ondam. Les parcours et la prévention, qui sont des notions qui n'existaient pas dans le précédent plan Ondam. Et puis nous avons également des experts qui sont largement à l'écoute des établissements de santé. Nous en avons accompagner un certain nombre dans des projets très complexes et d'envergure, que je citerai un petit peu ici quand même, qui sont des sujets d'investissement qui contribuent largement à moderniser l'offre de soins. Le nouvel hôpital de Lens, qui sera bientôt construit, les pôles mère-enfant de Dunkerque, le nouvel hôpital de Maubeuge, la transformation du groupement hospitalier des Portes de l'Oise, le GHPSO, du centre hospitalier de Saint-Quentin. Nous accompagnons au maximum ces établissements. Et puis, nous souhaitons également nous engager résolument vers la fluidification des parcours, avec une meilleure organisation ville-hôpital et une évolution des systèmes d'information. Pour cela, des systèmes d'information partagés, bien sûr. Nous n'allons pas nous mêler de gérer les systèmes d'information de chacun des établissements. Mais en revanche, par contre, nous souhaitons construire une stratégie régionale sur les systèmes d'information partagés avec la création future du groupement du GIP qui remplacera les 2 GCS et la création d'une structure de concertation stratégique régionale qu'on a appelée le comité d'orientation régionale stratégique des systèmes d'information en santé pour partager cette stratégie. Nous avons également travaillé et nous souhaitons travailler sur la pertinence des soins. Cette pertinence devra nous permettre de dégager les moyens nécessaires, on le sait bien, dans l'avenir, pour éviter ce fameux rationnement dont vous parlez. Là aussi, nous souhaitons accompagner et non pas sanctionner. Je parle là, par exemple, de la démarche des CAQES. Je sais que c'est un sujet qui inquiète beaucoup les chefs d'établissement. Les établissements également qui n'ont pas connu la démarche du contrat de bon usage du médicament, notamment en SSR et en psy. Et c'est donc un sujet qui est très important. J'ai vu aujourd'hui que de nombreux acteurs de la santé demandaient un temps supplémentaire pour le mettre en œuvre. Ça ne relève pas de ma compétence, mais nous, en tout cas, nous avons beaucoup insisté dans la région, je dirais auprès notamment de l'assurance maladie, pour que nous ayons une démarche progressive dans la mise en place de ces CAQES et qui soit vraiment une démarche contractualisée. C'est d'ailleurs le premier mot de cet acronyme. Et parce que nous souhaitons avant tout pouvoir accompagner les établissements dans cette démarche qualité et les amener progressivement à cette démarche, et non pas, nous ne sommes pas dans une démarche de sanction. J'ai d'ailleurs souhaité que nous puissions dégager sur le fonds d'intervention régionale un crédit de 2 millions d'euros pour accompagner les établissements dans la mise en place de ces CAQES, qui viendra bien sûr abonder la contribution financière aux établissements en difficulté que l'ARS Hauts-de-France attribue aux établissements, qui est de 40 millions d'euros sur son FIR, par exemple, en 2017, ce qui, évidemment, est une contribution importante. Je laisserai la parole à Evelyne Sylvain pour parler des évolutions du financement sur le secteur médico-social, handicap et personnes âgées, mais c'est la même logique pour nous, c'est cette logique d'accompagnement qui nous permet de vraiment être au plus près d'abord des besoins de la population et des acteurs. Alors j'ai bien conscience que dans ces grandes évolutions, ces évolutions très importantes, et je crois que c'est le travail, c'est la thématique de votre journée demain, vous devez réfléchir à la transformation des métiers, à l'évolution de ces métiers, à l'émergence de nouveaux métiers. On le sait bien, tous les métiers de la coordination, les métiers métiers qui n'existaient pas forcément, vont devoir être accompagnés. Nous souhaitons, en tout cas je l'ai demandé à la DGOS, nous souhaitons que les ARS puissent contribuer avec vous à la réflexion sur ces nouveaux métiers, parce qu'on est à l'interface entre ce que le ministère nous demande
et vous demande et ce que vous devez réaliser, et qu'on a bien conscience des difficultés que vous avez au quotidien et que nous sommes en partie chargés de vous demander. Donc voilà un peu comment se positionne l'Agence régionale de santé de Hauts-de-France, à la fois sur ce sujet planification et financement. Et finalement, je reviens à mon mot de transformation, parce que finalement, nous sommes toujours dans une évolution qui fait que nos métiers sont des métiers de grande transformation. Merci beaucoup. Alors finalement, je vais changer de plan, c'est-à-dire que je vais donner la parole à Maxime. Pour une raison simple, parce que finalement, en vous écoutant, Madame la Directrice, planification, tout va bien. Financement, vous, compte tenu des difficultés que vous connaissez du terrain, je vois que vous êtes à l'écoute, vous êtes attentive, vous y allez progressivement. Puis finalement, j'ai envie de me dire, il vaut mieux peut-être être DG d'ARS. C'est plus facile que d'être directeur d'établissement en vous écoutant. Alors donc justement, je vais donner la parole à un directeur d'établissement pour voir lui comment il vit les choses. Merci Maxime. Merci Francis. Bien, moi je voulais commencer par le régime d'autorisation. Parce que finalement, planification sanitaire, aujourd'hui, c'est le régime d'autorisation. Monique Ricot m'en a parlé en soulevant le fait que c'est à la fois un constat, mais c'est finalement le risque que j'ai l'impression qu'on vit au quotidien maintenant avec ce régime d'autorisation. J'en vois deux. Le premier, c'est en quelque sorte le risque du défaut, hein, du défaut de remplir nos objectifs de suspension, voire de retrait des autorisations qui peuvent survenir. Donc du fait d'une défaillance des établissements qui sont, ou des services qui sont attributaires de cette autorisation. Et bien entendu, principalement, en tout cas pour les établissements sanitaires, du fait de l'inégale répartition des médecins sur le territoire et de la grande difficulté dans laquelle on est dans beaucoup de zones pour effectivement recruter. Alors évidemment, c'est un risque, hein, puisque là, c'est le risque que les autorisations qu'on détienne, ou qui ont été attribuées, encore une fois, à un établissement, un territoire ou des services, ne soient pas remplies. Le second risque, et j'ai envie de dire, c'est le risque miroir, c'est que justement, on n'octroie plus les autorisations qui sont nécessaires sur un territoire donné, parce que on suppose, voire on anticipe le fait qu'on n'aurait pas les moyens de les mettre en œuvre, moyens le plus souvent humains ou financiers, évidemment, vous l'aurez compris, et on va en reparler. Alors pourquoi ce sont des risques? Pourquoi c'est un risque qui finalement menace notre régime d'autorisation? Parce que évidemment, certaines activités, encore une fois de soins médico-sociales ou sociales, sont nécessaires, j'ai envie de dire, sont absolument nécessaires à apporter aux populations. Alors bien entendu, en fonction, pour reprendre la partie sanitaire, de la gradation des soins, qui va de la proximité jusqu'au recours. Mais voilà, quand on atteint un certain niveau de population, on sait qu'on va devoir délivrer un certain nombre de services de santé, médico-sociaux ou sociaux, à cette population. Et on l'a entendu ce matin, par la voix de l'adjointe au maire à la mairie de Lille. C'est vrai que c'est toujours une surprise d'apprendre, de lire, d'entendre, voire un choc, qu'on ferme un service, cardiologie, de pneumologie, peu importe, dans un grand établissement. En l'occurrence, elle en a parlé parce qu'effectivement, c'était à Lens, donc dans la région Hauts-de-France, du fait d'un manque de médecins. Alors, je vais tout de suite reboucler avec la planification, parce que finalement, c'est effectivement un terme qu'on a oublié, qu'on a perdu de vue. C'est vrai qu'il avait un petit côté... les plans, hein, donc y compris, ils n'ont pas été que socialistes ou communistes, mais enfin, on en a eu nous aussi en France à une époque. Je vais prendre l'éducation nationale. Bon, voilà, on détermine le nombre de classes qu'il faut hein, dans des territoires donnés, dans des villes, dans des communes, dans des ensembles, les collèges, le lycée, et on n'imagine pas annoncer à la population qu'il n'y aura pas de lycée parce qu'on n'a pas de profs. Voilà. Bon. Non, c'est effectivement dans un cadre effectivement à la fois de services publics, d'engagement de l'État d'apporter un certain nombre de ces services publics qui sont d'ailleurs rendus obligatoires, on va prendre l'école, mais comme l'a rappelé le professeur Vigneron ce matin, la santé, c'est un droit qui est inscrit, le droit à l'accès à la santé est inscrit dans notre Constitution, donc c'est un droit aussi pour chacun de nos citoyens, on doit y être attaché. Donc voilà, on a aujourd'hui encore du mal à se faire à l'idée que pour un territoire donné, on puisse se dire on n'aura pas cette proposition de soins, cette proposition médico-sociale ou sociale, parce qu'on n'a pas les professionnels.
Alors, quelles en sont les causes, sans être trop long sur ce sujet-là, et toujours en ouvrant quelques perspectives? Bien entendu, vous l'avez compris, la mise en cause, en tout cas pour la partie sanitaire, qui vient le plus souvent, et malheureusement de manière de plus en plus rapide dans beaucoup d'endroits, c'est effectivement du fait de la démographie médicale, et au-delà d'ailleurs de certaines autres professions de santé, qui deviennent dans un certain nombre de territoires également très difficiles à trouver. C'est bien entendu la première cause évidente. Et comme je le disais juste à l'instant présent, peut-on vraiment l'accepter? Je dois dire qu'évidemment, en tant que chef d'établissement, mais je pense pour tout professionnel de santé, ça reste des moments difficiles et des pilules amères à avaler. Le régime des autorisations est devenu aussi, on en parlait ce matin, je crois que Mme Sylvain nous disait qu'elle avait participé à ces travaux-là aussi, dans le cadre de sa riche carrière, c'est devenu des appels à projets, hein, dans beaucoup de cas de figure, qui est une manière élégante d'ouvrir, et Monique Ricôme l'a rappelé aussi, finalement ce champ global à la concurrence. Alors, bon, on peut s'interroger sur le sujet, on peut aussi considérer que ce n'est pas forcément un problème en soi, que plus d'un établissement, d'un service sur un territoire donné puisse déposer un dossier, ne constitue a priori pas forcément un défaut, mais plutôt peut-être une force. Le problème, effectivement, c'est que, voilà, sont-ils étudiés en intégrant les risques que j'évoquais plus haut, c'est-à-dire est-ce que chaque établissement concourt dans les mêmes conditions, et j'ai envie de dire au-delà, est-ce que chaque établissement porte les mêmes conditions d'accessibilité géographique et financière. Vous voyez où je veux en venir, et ce que j'introduis, c'est-à-dire le géographique étant que, voilà, sur un territoire, là où vous positionnez les services, évidemment, ça peut avoir un impact sur les populations. Et puis, bien entendu, on peut admettre que des établissements privés à but lucratif ou non participent au service public, mais voilà, les conditions d'accessibilité financière doivent être aussi garanties. Comme si l'octroi, en quelque sorte, d'une autorisation, éventuellement des établissements qui ont parfois aussi des modèles, justement, de recrutement des professionnels tout à fait différents des nôtres, n'était pas sans conséquence sur l'offre de soins, et plus globalement, j'ai envie de le dire, sur le système. Et puis, autre cause, la volonté pourtant largement affirmée, elle a été redonnée ce matin par la voix de Cécile Courrèges, de gradation des soins, qui est bien connue dans certaines spécialités, dans certains domaines d'activité. Je reprends plutôt là, effectivement, le côté sanitaire. Bien sûr, les maternités, on peut penser aussi à la cancérologie, n'est pas non plus traitée, à mon sens, sur la globalité du système. Alors, je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, j'ai vécu d'assez près, c'est celui des urgences. Tout le monde sait aujourd'hui, bien sûr, qu'en fonction de l'adossement à des plateaux techniques plus ou moins fournis, plus ou moins importants, l'adossement à des équipes justement médicales avec plus ou moins de spécialités, les services d'urgence n'assurent pas en réalité, dans les mêmes conditions, les mêmes prises en charge. Le phénomène va aller s'accentuant, surtout si on ne le traite pas. Alors, voilà, sur ce sujet-là, ça a pourtant été évoqué. Ça a été évoqué dans le rapport de Jean-Hugues Graal, que les nordistes et les gens des Hauts-de-France ont bien connu. L'idée de revenir sur cette question et de grader le niveau d'intervention des services d'urgence, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on attend? On attend que ça se fasse tout seul, et ça ne sera pas forcément justement dans une juste répartition territoriale, où effectivement on s'attaque à cette question et on renvoie le régime des autorisations des services d'urgence et des SMUR. J'ouvre une petite parenthèse sur ce sujet-là, parce que de manière tout à fait surprenante, on est dans un système relativement réglementé, et en même temps, j'ai souvent eu l'impression, en changeant d'établissement, en arrivant dans les différents établissements, que tout était possible. Monique Ricôme l'a un peu évoqué avec l'histoire de la T2A, qui était finalement quelque chose d'assez stimulant. Alors, on ne peut pas tout à fait tout faire ce qu'on veut, mais on a un peu l'impression que par moments, c'est un système sans limite. Je reprends mon exemple des services d'urgence. Ben, voilà, t'as pas d'accès au scan, t'as pas d'accès à l'IRM, il va falloir transférer les personnes, mais après tout, si tu as envie de faire traiter de prendre en charge un AVC, ben, vas-y. Enfin, d'ailleurs, on ne prévient pas le directeur en général, ou la directrice, hein, l'équipe se lance, ou le médecin. Je pense que c'est un sujet assez important, parce que moi j'aime bien, quand je discute avec les médecins, leur dire que je pense qu'un professionnel qui ne connaît pas ses limites, c'est un professionnel dangereux, et que voilà, un système qui n'a pas de limites n'est pas forcément un système sans danger pour la qualité des soins et des prestations qui sont dispensés. Alors quels en sont les effets ? Les effets, d'abord, effectivement, et on en a beaucoup entendu parler ce matin, c'est la non-réponse, ou j'allais dire l'injuste réponse aux besoins et aux attentes des usagers. Aux attentes des usagers, et je pense que Mme Sylvain va également en parler, qui sont multiples, diverses et de plus en plus personnalisées.
Entre les autorisations, en quelque sorte, qu'on ne nous donne pas, je me mets à la place qui est la mienne d'ailleurs d'un chef d'établissement, et celles qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre ou qu'on n'arrive pas à maintenir, le sentiment s'impose progressivement qu'on ne rend pas les services attendus. Avec, je dirais, un double phénomène à la tête de nos établissements, au sein de nos territoires, quelle que soit notre position de professionnels. Moi, je pense qu'on voit très vite, on perçoit ce qu'il faudrait faire. Et on se rend compte parfois, souvent, ça dépend de la situation dans laquelle on est, qu'on n'y arrive pas. On en est en quelque sorte empêché. Le deuxième effet, c'est les inégalités. Encore une fois, on en a beaucoup parlé ce matin, qui s'accroissent et se répondent. On a vu le plan que la ministre de la Santé a annoncé avec le Premier ministre sur la désertification médicale. Il est très tourné vers la désertification médicale de ville. C'est évidemment très problématique. Malheureusement, comme vous l'avez sans doute vu, ou comme vous le vivez peut-être au quotidien, en général, les difficultés d'attractivité et de recrutement de villes et d'établissements se recoupent. Elles se répondent. Du coup, c'est un peu la double peine pour les usagers dans ces territoires-là. C'est-à-dire que l'hôpital ne peut pas constituer une solution ou un soutien, parce qu'il est éventuellement lui-même en faiblesse, ou de ne pas pouvoir répondre à l'ensemble de ces autorisations, justement. Et du coup, quand il se tourne vers la ville, il ne trouve pas non plus la réponse. Et l'hôpital lui-même ne peut pas s'appuyer sur la ville pour assurer la continuité des soins. Alors, sur ces sujets-là, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que tout ça se fait, et c'est un des effets, sans que ce soit porté véritablement à la connaissance et au débat des populations. Moi, je pense que ces questions de difficulté à tenir nos autorisations, donc de difficulté, je le rappelle, c'est comme ça que moi je le vis, de répondre aux besoins des populations, parce que l'autorisation, c'est dire, eh bien oui, il faut de la médecine, de la chirurgie, là, il faut des équipements lourds, il faut des services d'aide à domicile, il faut de la santé mentale, etc., etc. Donc si on n'arrive pas à le mettre en œuvre, c'est au détriment de nos populations. C'est pas lisible, c'est pas compréhensible, et je crois que ce n'est pas concerté. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, effectivement, vous l'avez compris dans les trois termes. Je pense que la lisibilité, c'est pour que les patients et les usagers puissent encore se conduire dans le système. La concertation, c'est pour qu'éventuellement on évoque nos difficultés avec eux et qu'on partage éventuellement les solutions alternatives tant qu'on n'a pas la possibilité, par exemple, de jouer sur la régulation de l'installation des médecins sur le territoire. Je vais prendre un exemple sur ce sujet-là, de bonnes idées ou de voies qui démarrent, sur lequel on va toujours buter sur ces questions-là. La Convention nationale qui a été signée il y a quelques mois prévoit, ça a été annoncé ces dernières semaines, par exemple l'ouverture de financement de la télémédecine, en mettant un appui assez important sur les téléconsultations entre médecins traitants et médecins de ville, entre médecins traitants et structures, par exemple médico-sociales. Donc j'ai retenu un élément qui m'a intéressé. Cette convention ouvre la possibilité à une téléconsultation entre deux médecins traitants d'une personne âgée qui rentrerait en EHPAD et qui, du fait qu'elle rentre en EHPAD, pour des raisons de changement de territoire, de déplacement géographique, ou pas, du fait de l'organisation de l'EHPAD, changerait de médecin traitant. Voilà. Donc ils vont pouvoir avoir une téléconsultation rémunérée aux deux pour se transférer les données sur la personne. Très bien, à condition que l'EHPAD dans lequel la personne âgée rentre ait bien encore accès à des médecins traitants pour ses résidents. Voilà, donc voilà un petit peu les paradoxes auxquels on est confronté. Autre effet, le retard de transfert vers le domicile, on l'a entendu ce matin, affirmé par plusieurs intervenants. On le sait, la médecine de demain, qui va vers les maladies chroniques, le vieillissement, va traiter de plus en plus de choses au domicile. Bon, là, je ne vais pas vous faire de grands dessins, on revient vers le même sujet. Un hôpital, certains sont en avance, d'autres peut-être en retard, je ne sais pas. Je pense que rapidement, chacun prendra la conscience de ce chemin à faire. Mais là aussi, il faudra quand même qu'on ait des professionnels à qui transférer ces prises en charge. Le maintien à domicile des personnes les plus âgées, les plus fragiles. On parlait tout à l'heure, en préparant la séance, des personnes handicapées. Il faudra qu'il y ait des professionnels de santé pour pouvoir les accompagner à ce domicile. Et si l'hôpital est déjà en difficulté pour remplir ses missions, il lui sera difficile de compenser l'absence de professionnels de ville ou de se déplacer sur les territoires. Et puis enfin, un dernier effet qui a été également évoqué ce matin, c'est la souffrance des équipes. Moi, ce que je vois, c'est que ce qui devient très difficile,
c'est qu'il y a un décalage aussi entre savoir ce qu'on devrait faire, le percevoir, et les moyens réels. Et je reviens encore une fois sur les moyens humains, parce que la difficulté de recrutement est évidemment très présente. Savoir qu'on ne va pas pouvoir le faire alors qu'on sait qu'il faudrait qu'on le fasse. Préparer les dossiers, répondre aux enquêtes, répondre aux appels à projets, s'investir pour finalement ne pas être choisi, ne pas être retenu, ou de manière non pérenne, je pense que c'est quelque chose qui est effectivement de plus en plus difficile par les équipes, parce qu'elles savent qu'elles ont à faire ce travail, et en même temps, elles voient qu'elles ne seront pas forcément en situation d'aller à leur terme. Démotivation, perte d'estime, relativité de l'investissement, tout ça, c'est un risque pour notre système, parce que ça touche encore une fois des zones qui sont déjà fragilisées par l'inégale répartition des ressources humaines, éventuellement des ressources financières, et donc qui va conduire à des difficultés. Alors je voulais terminer, mais c'est premier tour, enfin je ne sais pas s'il y aura des questions. Je n'ai pas abordé la question rationnement ou arbitrage parce que pour moi je pense qu'en toute honnêteté, je ne vois aucun étage du système qui irait vers la volonté d'un rationnement. Je pense par contre qu'il manque beaucoup sur la partie arbitrage. Je vais vous prendre un exemple qui va sans doute un peu vous étonner au départ, la prison. Voilà. Pourquoi la prison? C'est parce que j'ai lu il y a quelques jours, pour y répondre, le rapport de la contrôleuse des lieux de privation de liberté sur la maison d'arrêt de Cherbourg, en Cotentin. Alors, la prison, j'ai envie de dire, c'est vraiment, c'est super, c'est super. Je vais vous dire, c'est super pour délivrer des soins, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas aller ailleurs. On sait combien ils sont, on sait ce qu'on le délivre comme soin, on peut faire des études, et j'ai envie de dire, on est presque dans un paradoxe, c'est qu'on est en train de leur offrir presque plus de garanties. Alors, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis de temps en temps, parce qu'effectivement, je vois les populations qui sont accueillies à la maison d'arrêt, et je ne dis pas qu'ils en profitent, mais voilà, là, c'est open bar, hein, le médecin est là, le dentiste vient toutes les semaines, ils ont des consultations d'ophtalmo, ils ont des consultations d'ORL, je ne suis pas sûr qu'ils n'ont pas des délais plus courts que le reste de la population. Après, elle est en pleine ville, elle est accrochée au tribunal. Ah oui, tiens, j'oubliais, parce que mon médecin qui y est fait beaucoup de prévention, et donc cette année, 2 arrêts du tabac, 80 détenus, 2 arrêts du tabac, c'est pas mal, c'est des beaux scores. Je ne sais pas si on arrive à faire ce genre de score dans d'autres parties de la population. Elle est en pleine ville, elle est à côté du théâtre, elle est à côté de la nouvelle bibliothèque, tout a été refait, le théâtre, la bibliothèque, le tribunal auquel elle est rattachée vient d'être totalement repris, sauf la prison. Donc elle a été ouverte deuxième moitié du 19e siècle. À part la porte, rien n'a changé. Elle est dans l'état où elle a été ouverte. Elle aura bientôt 150 ans. Et le rapport de la contrôleuse est sans appel. Hein, vétuste, indigne, innommable. Enfin voilà, c'est des termes qu'il y a dedans. Alors pas pour les soins. Hein. Je vous dis, on fait le job, mais on fait le job dans les murs qu'il y a. Et comme elle n'a pas été reprise, voilà. Il y a même un passage que je voulais vous citer parce qu'il est extraordinaire. Excellente prévention du suicide. Parce que les prisonniers ne sont jamais seuls. Effectivement, ils sont entre 6 et 8 par cellule, qui comprennent également la douche et les toilettes. Hein, donc voilà, là c'est vrai que c'est de l'autocontrôle populationnel formidable. Donc aucun risque de suicide, il y a toujours quelqu'un pour vous surveiller. Bon, trêve de plaisanterie. Pourquoi je vous évoque ça? Je me dis, dans une démocratie, la première chose, c'est de relever les problèmes. Et je dis que, j'ai envie de dire, dans la démocratie française, le fait d'avoir créé cette instance, contrôle des lieux de privation de liberté, et de pouvoir écrire au long de 50 pages et de l'envoyer aux autorités, c'est indigne, c'est injuste, c'est scandaleux, voilà. Et peut-être qu'il va se passer quelque chose, c'est la deuxième partie dans une démocratie, c'est qu'il faut évidemment en tirer les conséquences. Bah, peut-être que, comme le disait Francis, il y a des choses difficiles sans doute à exprimer dans nos établissements. Peut-être qu'un jour, c'est une solution, qu'un contrôleur ou une contrôleuse indépendante, avec des moyens, viennent effectivement dans les lieux de soins, dans les lieux de service, et disent, voilà ce que j'ai constaté, et voilà pourquoi il va falloir faire quelque chose. Bon, merci Maxime. Bon, effectivement, on voit que finalement, le déterminant se trouve au niveau de la démographie médicale. Et justement, bon, vous nous avez répondu planification, GHT, et on espère sur les équipes territoriales. On reviendra sur cette notion. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'interventions sur les équipes territoriales.
Mais en attendant, au niveau des départements, bon là je viens d'intégrer la Vendée, je sais que c'est un sujet de préoccupation majeur au niveau du Conseil général. Alors pas simplement pour créer des maisons médicales, il y a de la participation financière, mais ils sont prêts également à aider l'hôpital, par exemple pour faire de l'internat, pour accompagner, pour retrouver des maisons, des appartements pour les internes. Vous, où est-ce que vous en êtes par rapport à ce problème? Et puis évidemment, si vous pouvez aborder cette question-là avec les autres questions. Merci. Peut-être, oui, c'est le moyen de raccrocher mon propos dans la continuité. Donc, en fait, de toute façon, je n'avais pas l'intention de démarrer en répondant à vos questions. Donc, ça tombait bien, planification et tarification. Même si mon propos contribuera à donner mon point de vue. Mais sur votre questionnement immédiat, en tant que département, et effectivement j'aborderai dans les questions qui nous traversent aujourd'hui, et aussi en écoutant, dès ce matin, le propos de Madame Meunier, et donc vos préoccupations que vous venez effectivement aussi de repréciser. Donc c'est que, en tant que département, j'y reviendrai et je vais démarrer par votre question. C'est que nous sommes, comme les organisations hospitalières, comme je dirais les agences de santé, comme toutes les organisations publiques, dans une période et quand même une période de transformation. Madame Ricoum a utilisé ce mot, mais j'aurais tendance à dire, on peut se le dire, depuis 30 ans, tous les 5 ans, il y a des réformes très importantes qui ont été, intégrées par les acteurs que vous êtes, que nous sommes. Et simplement, moi j'aurais tendance à dire que depuis... il y a des jalons dans toutes ces évolutions, mais pour nous, pour le champ social, médico-social, mais au sens large, comme c'est une conception de la santé environnementale ou de la qualité de vie de nos concitoyens, une autre façon de le définir, la préoccupation de services publics que nous portons au niveau des départements et auxquels nous contribuons, c'est qu'il y a une accélération quand même des mutations. Il y a une addition des tensions, donc ce que vous avez exprimé ce matin, ce sur quoi vous alertez, effectivement, nous le constatons aussi, y compris dans un département comme le nôtre, et pas seulement dans un département comme le nôtre, qui, pour la solidarité, c'est à peu près 4000 agents pour situer les choses au niveau de la Direction Générale Solidarité. Et ce sont des professionnels qui, pour 2800 d'entre eux, sont en contact direct avec le public. Donc, on se rejoint, avec vous. Donc, nous ne sommes pas seulement des services qui, effectivement, dialoguons avec des établissements, des organisations, des associations pour qu'elles se transforment, mais nous avons les doubles fonctions aussi de contact direct avec la population. Donc, un département aujourd'hui, et pour être aussi bien sûr dans le réseau ANDAS, et même si chaque département chemine à l'aune de ses orientations politiques et de sa situation donc territoriale, nous sommes dans une période on dirait, ces changements j'enfonce des portes ouvertes, mais je crois qu'on le vit tous et que autour de ça, je dégagerai quelques questionnements à partager. Cette transition sociétale et des organisations publiques en face ont plusieurs composantes. Et la période, alors pour nous, sur le champ social, c'est vrai que je situerais entre 2005, on pourrait dire 2002 et maintenant, parce que
on se voit à l'aune d'une nouvelle étape. Et je crois que les esprits, et c'est aussi l'intérêt du thème sur lequel vous travaillez pendant les 2 jours, c'est qu'on voit bien les esprits sont en train de changer pour se dire comment nous devons agir autrement au regard de cette réponse à la population, parce que les systèmes d'aujourd'hui sont quand même plutôt en fin ou en limite d'intervention, pour X raisons, dont vous avez cité déjà pas mal, mais je vais en rajouter. Face à ça, un département, c'est une collectivité avec des élus, et effectivement une administration départementale. Donc là, la démocratie, il y a des élections. Donc, je n'entre pas trop dans les détails, mais c'est vrai que les corps électoraux des départements a été renouvelé avec la parité. Donc c'est une nouvelle génération d'élus. Des binômes, la parité homme-femme, il n'y en a pas tant que ça, de collectivités, et donc avec un grand rajeunissement, et donc des binômes qui plutôt fonctionnent. Donc on aurait pu trouver que c'était un peu spécieux comme type de changement législatif, et donc avec un ancrage territorial qui a bougé, mais avec effectivement un souci toujours de ce territoire. Aujourd'hui, nous présentons les départements post-loi NOTRe, parce que nous sommes des collectivités, et effectivement, Madame Ricôme a évoqué le caractère très important de notre partenariat, donc les ARS ont bougé, nous, grande région, en tant que département, nous sommes des départements post-nouvelles règles électorales et post-loi NOTRe. Donc la loi NOTRe, vous n'êtes peut-être pas très familière, mais ça veut dire des départements qui sont positionnés, qui sont réinterrogés en permanence, mais face aux 36 000 communes, du jour au lendemain, dans l'état des compétences sociales assurées par les métropoles et les EPCI, je veux dire un niveau territorial intermédiaire face à la question des fractures territoriales, qui ont été évoquées notamment ce matin par M. Vigneron. Elles ont bien du sens, et la question sur quoi elles doivent se positionner, nous ne cherchons pas le travail, loin de là, au contraire, nous pouvons le partager. Par rapport à ça, donc, ça veut dire des collectivités positionnées sur deux piliers, les solidarités territoriales, les solidarités humaines. Et sur ces 2 champs, donc, nous venons de nous délester, entre guillemets, le développement économique, c'est la région, et bien le département du Nord vient de se séparer de ces ruches d'entreprises, etc. Elles sont reprises tantôt par les intercommunalités, quand ce n'est pas le cas, ça peut être des communes, etc. Et c'est la région qui anime. Ça, les clarifications sont en cours. Donc par rapport à la lisibilité que vous appelez aussi dans le champ, du point de vue beaucoup de l'hôpital, je veux dire, il y a des mouvements qui sont en cours. Bien sûr, tout ça demande du temps, mais c'est parti. Les métropoles, si on parle des métropoles, la métropole européenne de Lille, donc a pris en termes de compétences sociales uniquement, je dirais uniquement, la gestion des actions jeunesse, donc ça veut dire le fonds d'aide aux jeunes pour les jeunes les plus précaires, pour l'ère de la métropole. Et deuxième axe, c'est le logement. Le FS, Fonds Solidarité Logement, l'aide au maintien et à l'accès au logement. Ce sont les 2 seuls champs que la métropole européenne de Lille a souhaité prendre. Tout le reste du champ, et ça pèse à peu près 5% des financements, enfin c'est très marginal par rapport au financement en termes de postes, ça représente 50 ETP. Donc, pour bien situer les évolutions institutionnelles. Aujourd'hui, on peut déjà, sur ces sujets-là, clarifier, parce que pour effectivement dialoguer avec le voisin, encore faut-il savoir qui il est et sur quoi il est positionné. Voilà un élément de réponse par rapport à qui est. Voilà. En tant que collectivité politique, la plupart des départements, souvent avec les régions, par rapport à la question de l'accès à la santé, et aux médecins en priorité, c'est une question que vous m'évoquiez d'emblée, eh bien sûr, tous les maires et les conseillers départementaux, ils sont sensibles, parce que ce sont des sujets, on l'a vu dans la dernière élection, qui sont au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Et donc, l'accès de proximité aux médecins
généralistes et ensuite aux médecins spécialistes, ce sont des sujets majeurs. Donc, nos élus, nous avions une délibération. Cette délibération a été peu utilisée. Elle soutenait effectivement en complément de la région et des aides directes de l'ARS. Donc, nous étions bien en coopération. Nous n'avons pas inventé nos règles dans notre coin. Lisibilité. Et c'était justement pour aider les maisons de santé pluridisciplinaires à partir des projets des professionnels, et notamment, y compris en appuyant avec des ressources en prévention, parce que nous souhaitions, au regard des indicateurs très défavorables que Mme Ricoum rappelait pour notre région, aussi pouvoir proposer de la ressource de nos services en complément, donc en appui aux professionnels de santé. Nous avons eu, pour l'instant, en 3 ans, aucun projet abouti. Donc là, nous nous posons la question politiquement, et nous attendons effectivement les nouvelles orientations pour revoir, avec une région aussi qui se repositionne, etc., en quoi les élus peuvent être aidants par rapport à ces questions. Mais tout seul, on a bien compris que ça n'avait pas de sens de mettre des murs qui étaient vides. Donc ça, sujet politique, sujet d'interpellation au niveau national et effectivement en appui des stratégies régionales quand elles peuvent se déployer. D'un point de vue, je resitue cette question donc dans le sujet plus général de vos journées, donc évolution des besoins, transformation de nos métiers. Je rajouterai transformation de nos institutions et de nos organisations, parce que pour passer de l'un à l'autre, il y a plusieurs étages. Et je pourrais même rajouter évolution managériale. Et c'est des sujets qui font bien écho parce que nous avions des séminaires de cadres cette semaine, y compris avec des apports d'experts. Et pour nous, c'est les 4 registres qui sont absolument nécessaires. On pourrait en rajouter. L'évolution, comment de département nous voyons les évolutions sociétales et sociales auxquelles nous devons nous adapter. Ces évolutions, on va retrouver des échos par rapport à ce qu'évoquait, mais en les complétant et en ayant une vision différente, bien sûr, et plus large, parce que effectivement, elles s'ancrent dans la vie quotidienne des personnes. Elles ne se réduisent pas à des soins et qui sont essentiels, bien sûr, pour la qualité de vie des personnes, techniques dispensées à des temps effectivement de plus en plus courts dans les organisations de santé. La question et les éléments majeurs auxquels nous serons confrontés dans les 5 ans, puisque nous sommes actuellement en élaboration aussi de stratégie, donc plutôt planification, moi je veux dire les lignes stratégiques à 5 ans et à 10 ans. Donc une stratégie d'action que nous voulons opérationnelle, et qui guide à la fois la mobilisation de nos ressources et qui crée des ouvertures sur de nouvelles coopérations avec les autres acteurs, qu'ils soient décisionnels ou en action d'accueil ou d'accompagnement. Donc c'est sur cette conception de ligne stratégique que nous sommes. Donc avec un schéma unique des solidarités humaines, lisibilité. Donc nous avons bien compris que les approches par public et par dispositif, eh bien, aujourd'hui, c'était plus la voie d'avenir et que si les sociaux parlaient aux sociaux et les professionnels de santé aux professionnels de santé, je veux dire, le système aurait du mal à bouger. Et donc, ça veut dire effectivement un schéma qui aussi mobilise l'ensemble des politiques départementales. Donc, ce sont aussi les politiques de la mobilité, les politiques d'insertion. Donc, on pense par exemple effectivement à l'insertion des personnes vivant avec les minima sociaux. Parce que si on traite d'un côté la santé, on ne garde pas la protection de l'enfance, chacun à l'intérieur de nos missions, on voit bien qu'on ne peut pas apporter les réponses aux attentes des personnes qui tapent aux portes des guichets sociaux. Et donc actuellement, si on segmente les personnes, c'est ce qui nous est renvoyé quand les personnes s'expriment dans les enquêtes, que ce soit d'opinion ou des travaux de recherche, etc., c'est le millefeuille, la segmentation, le fait qu'on leur demande de répéter 15 fois leur vie, et puis qu'on s'intéresse qu'à une partie et qu'on voit le symptôme de leurs difficultés. Donc ce qui nous est renvoyé, c'est un sujet majeur et qu'on aura certainement intérêt aussi à partager, c'est que ce que nous renvoie, et nous avons beaucoup travaillé avec les personnes elles-mêmes,
Et ça renvoie aux questions de démocratie, et pas seulement la démocratie politique, la concertation et les modes contributifs, donc qui font bouger les choses, mais qui aussi, avec des espaces où les personnes directement, pas seulement les représentants, peuvent s'exprimer sur leur vision du système. Et quand on les entend, elles disent des choses très fortes. Elles nous disent, l'accueil que vous nous proposez, c'est pas celui-là, ça ne voit que notre problème, et vous nous réduisez au problème, vous ne regardez pas les ressources, les compétences que nous avons, et ce que l'on peut faire déjà nous-mêmes avec un peu d'information et d'appui. Et en plus, vous regardez qu'une partie, parce que vous dites l'autre partie, c'est l'autre. Et donc, nous, on repart, et puis voilà. Donc ça touche à nos modalités d'évaluation des situations. Et donc, comment nous partageons l'évaluation des situations dans une conception plus environnementale. Les personnes, majoritairement, elles vivent à domicile, elles choisissent, même en étant les plus en situation de handicap, de vivre à domicile. Certains établissements de type MAS, dans la région parisienne, mais aussi dans d'autres endroits, ont du mal à se remplir. Et nous-mêmes, en fonction de la localisation de ces lieux, s'ils sont dans la campagne, dans les marges, etc., sans bus, ils ont du mal à se remplir. Donc, on n'est plus dans une logique de place. Et donc, c'est pour ça que la planification en place et en équipement me paraît relativement avoir ses limites, même si, sur certains registres, elle peut encore apporter des repères. Donc, du coup, vision beaucoup plus qualitative et comment les schémas peuvent créer le cadre de coopération, donc avec des rôles respectifs clarifiés, et donc pour affronter quels sont nos besoins sociaux. Et donc, pour le Nord, c'est dans les 5 ans à venir, moins 20 000 jeunes, avec des grandes disparités selon les territoires, puisque nous avons 2 500 000 habitants, tout le monde le sait pas, mais voilà, mais avec des choses très contrastées. Par exemple, une Flandre maritime qui perd des jeunes parce qu'ils partent, mais aussi qui vieillit beaucoup. Et donc là, on va être confronté à des adaptations fortes. Mais ça veut dire 33 000 plus de 75 ans dans 5 ans. 8 000 plus de 85 ans. Donc, c'est à la fois beaucoup et pas tant que ça, mais quand on regarde nos capacités et nos modes d'accompagnement aujourd'hui, on voit bien que là, le défi est là. 220 000 personnes en file active à la MDPH. Pour les personnes qui vont basculer enfants adultes handicapés, donc c'est nos sujets communs avec Madame Ricôme, 6 000 jeunes qui ont actuellement 16 à 19 ans dans la période. Donc ils vont passer de l'enfant adulte. On connaît la difficulté de passer sur ce cap. Et enfin, 20 000 adultes handicapés en situation de handicap, nous ne devons pas utiliser, et nous sommes les seuls à le faire, qui atteignent l'âge un peu limite, enfin de tension sur le vieillissement des personnes en situation de handicap, qui atteignent le cap des 45 ans, sur lequel il faut être en vigilance. 20 000 personnes en 5 ans dans un département. Donc, la confrontation au vieillissement. Et ça, c'est grâce aux gains de santé. C'est parce que les personnes en situation de handicap rattrapent l'allongement de la vie de toute la population. Donc, bravo. Simplement, si nous continuons à raisonner, je crée des structures avec des murs, d'une part, on n'est pas dans la société inclusive, on vient d'être appelé par l'ONU, par différents rapports, en disant votre mouvement de désinstitutionnalisation, vous n'êtes non seulement pas en avance, mais vous n'avez pas rattrapé tellement le retard. Donc, ça veut dire qu'en tant que département, nous portons un schéma inclusif. Et donc, ça veut dire travailler sur les habitats, l'habitat accompagné avec du service, et ça veut dire toute la structuration de l'intervention à domicile. Donc, je le livre à très gros traits, voilà, mais ça, c'est comment, effectivement. Donc, nous avons partagé les diagnostics, nous pouvons les enrichir mutuellement. Hein. La territorialisation de l'ARS, c'est au niveau des 6 territoires, mais 2 pour le Nord. Nous avons 8 territoires de proximité, 8 territoires d'action sociale et de prévention, 44 unités de proximité et un réseau d'accueil avec plus de 100 permanences. Donc, nous avons des lieux pour contacter les publics. Donc, comment, ensemble, effectivement, pour bouger les indicateurs de santé, un département qui se considère, et ça c'est assez atypique, il faut le dire, nous avons 100 psychologues au département du Nord, nous avons des services de PMI, nous avons à peu près 900 professionnels médico-sociaux dans nos services.
Donc, un gros réseau de proximité qualifié. Parce que face aux indicateurs dont on a parlé, l'intrication santé sociale, c'est pas nouveau. Donc, mais comment les uns et les autres, justement, nous sommes plus en posture sur l'action précoce, c'est des sujets communs. Comment, en parcours accompagné, Madame Ricôme l'évoquait, donc les situations individuelles, effectivement, elles sont des révélateurs des limites de nos systèmes. C'est dans ce sens-là que nous le prenons. Pour faire bouger les limites, exemple, quand il y a de la discontinuité et que les institutions médico-sociales, certaines ne sont pas ouvertes 365 jours par an. Et donc, souvent, chacun est dans sa logique associative. Majoritairement, mais aussi comme des établissements de santé mentale qui ont chacun leurs règles sectorisées. Les secteurs des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Et donc, discontinuité de la réponse. Et donc, les questions sociales et santé mentale sont au cœur de nos sujets. Nous avons 2 priorités thématiques tout à fait communes. Ce sont tous les troubles des apprentissages et également le handicap psychique et la santé mentale, sur lequel il y a beaucoup d'écarts et avec des grandes inégalités sur le sud du département, où il n'y a quasiment pas de psychiatres. Donc, là, nous partageons les préoccupations qui ont été évoquées sur des spécialités. Et quand nous regardons les indicateurs défavorables dans le Nord, la Flandre intérieure et l'agglomération lilloise, sauf certaines zones, la Flandre intérieure est au niveau à peu près national. C'est Hasbrook, Bailleul, Armentières, pour ceux qui ne connaissent pas le Nord. Mais par contre, vous êtes dans le sud, dans l'Avesnois, vous êtes à Valenciennes, vous êtes à Douai. Là, la concentration et les inégalités, elles sont massives. Et en plus, bien sûr, quand on est en quartier politique de la ville, n'en parlons pas. Donc, du coup, comment nous mettons de la ressource? Les hôpitaux, des hôpitaux mobiles, et aussi penser la relation au territoire. Donc, ça veut dire effectivement des organisations plus agiles. Alors, et je rajoute, dans un contexte sociétal où les personnes citoyennes, elles ne veulent pas être baptisées d'usagers, parce que connotation usagers, c'est mis à la poubelle. Donc les personnes accompagnées, ça c'est dont on prend soin. Non, mais je le dis parce que c'est pas des termes partagés, mais ce sont des sujets de discussion dans le comité régional des personnes accompagnées, qui récusent les termes. De même que les termes professionnels qui créent des relations inégales entre le sachant et le non-sachant, ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui pour être, en termes d'intervention sociale, à côté des personnes pour qu'elles développent leur autonomie. Et donc, ça va très loin. Or, vous voyez, donc, les sémantiques dans le domaine hospitalier et santé, que je connais aussi bien, actuellement, dans le champ social, nous sommes pour être à côté des personnes, pour aider à ce qu'elles mobilisent leurs ressources, qu'elles soient les plus autonomes possibles dans leurs choix et que nous nous positionnons sur le soutien. Donc, vous voyez, en termes de métier, de posture professionnelle, le chemin à parcourir. Ça, ce sont des logiques anglo-saxonnes. Les Québécois, etc., ils sont déjà dans ces logiques. Pour nous, par rapport au cursus métier, les référentiels métiers et les écoles de formation, j'étais hier avec la région et les écoles de formation en travail social, eh bien, c'est la révolution. Donc, mais en tant que cadre, qu'est-ce que ça veut dire? Et nous vivons aussi. Et je le soumets à votre réflexion. Parce que je voudrais quand même qu'on réfléchisse à des institutions donc de demain, pas seulement avec des murs plus mobiles et plus ancrés dans les territoires. C'est autour de ça que ça se joue. Et donc, comment créer, chacun dans nos responsabilités, les conditions du dialogue. Donc, c'est vrai que nous, et à ce stade, je m'arrêterai là, c'est vrai que nous nous concevons de plus en plus comme... c'est des métiers de l'ingénierie, ingénierie sociale, ingénierie territoriale. Et avec des clarifications de gouvernance, donc gouvernance politique au niveau des territoires. Donc nous, dans le schéma des solidarités humaines, l'arbitrage est de mettre en place au niveau territorial, donc nous, 8 territoires, il y aura une animation politique et une animation technique.
donc pour nos domaines d'intervention. Je terminerai parce que c'est un sujet dans les besoins sociétaux qui est majeur. C'est la santé des enfants et des jeunes. Il y a eu X rapports, le César, etc. Je renvoie avec les médecines spécialisées et aujourd'hui, nos médecines préventives, aujourd'hui nous avons les pires difficultés au niveau des départements à recruter des médecins de PMI. Nous avons des difficultés pour recruter des médecins sur la planification sociale. Je remercie la directrice de Fourmi qui nous a aidés à trouver un accord ici présent dans la salle pour desservir un territoire ô combien désertifié. Donc, on peut trouver des alliances. Donc, pas d'ouverture de planification familiale, ça fait les articles dans Le Monde avec des grossesses à 14 ans, et pas moyen parce qu'il n'y avait pas de médecins et qu'on n'arrivait pas à en recruter. Donc, voilà, un progrès de l'année dernière. Mais la protection de l'enfance, ce n'est pas l'affaire que des juges, ce n'est pas l'affaire non plus que des départements, c'est l'affaire de tous. C'est un signal que l'on stigmatise via le juge des enfants qui sont en souffrance, en grande souffrance, dans des familles qui elles-mêmes sont en souffrance. Pour le Nord, c'est 20 000 situations en protection d'enfants. Et nous avons de grandes difficultés parfois pour leur faire accéder aux soins. Et donc, parce que la parole des parents qui protège les enfants est elle-même fragile. Et donc, d'en faire l'affaire de tous, c'est aussi un gain en santé publique. CFDT. S'engager pour chacun. Agir pour tous.